Le Rhône prend sa source au glacier du Rhône, situé entre 3600 et 2250 mètres d'altitude. Ce dernier a une longueur de 8 km et une surface de 17 km². Sous l'effet du réchauffement climatique, il est en constante régression. Avant d'arriver à Brigue, le fleuve se prélasse en doux méandres sur la plaine de Gletsch et dans la vallée de Conches. Au XIXe siècle, la région de Finges est encore vierge. Le Rhône serpente à sa guise, inondant comme bon lui semble la plaine qu'il traverse. Les villageois de Waren et Loesch peuvent contempler à loisir cette nature sauvage. Un signe de présence humaine cependant, un fragile pont en bois à la Soust. Il sera maintes fois reconstruit. Mais le XIXe siècle, c'est aussi celui de l'industrialisation galopante. Sur la rive gauche du Rhône, on exploite des mines de charbon, souvent de qualité médiocre. Les stations de montagne construisent partout des hôtels, en particulier pour touristes anglais friands d'alpinisme. En 1860, le chemin de fer arrive à Sion, en 1868 à Sierre et en 1877 à Loesch. Le transport des personnes et des marchandises s'en trouve considérablement amélioré. Si le XIXe siècle est celui du charbon, le XXe est celui de l'électricité. Le Valais a du retard sur le programme, mais nombreux sont ceux qui lorgnent sur son potentiel hydraulique. À part les barrages de montagne, il y a deux zones intéressantes sur le Rhône de plaine. C'est la région de Finges et celle du Bois Noir, où la pente du fleuve est la plus importante. En effet, à Finges, le torrent de l'Ilgraben a barré la vallée avec ses alluvions, créant ainsi une chute d'eau de 90 mètres environ entre La Soust et Chipis. Profitant de ces conditions géologiques favorables, d'une main-d'œuvre bon marché et de la présence de la ligne ferroviaire du Simplon qui va jusqu'à Gênes, l'Aluminium Industrie SA fait construire en 1905 son usine de Chipis et rachète la concession d'eau de la Navisance. Entre 1908 et 1911, elle fait également édifier le barrage de la Soust et son canal qui traverse le bois de Finges. Les travaux se font surtout en période de basses eaux, de novembre à mars. Le transport du matériel est en partie assuré par bateau. 4 piliers en pierre de taille sont édifiés dans le lit du fleuve pour supporter la structure supérieure. L'ouvrage aura une hauteur de 6,10 mètres, une longueur au couronnement de 53 mètres pour une retenue d'eau de 180 000 m3 au maximum. Il sera constitué de 3 vannes qui peuvent être actionnées chacune indépendamment. Son bassin versant est de 2337 km². Parallèlement, on attaque le creusement du canal à ciel ouvert. C'est un gros travail de génie civil à une époque où la mécanisation restait sommaire. Pas de trax, mais une abondante main-d'œuvre avec pic et pelle, et des rails sur lesquels circulent des wagonnets pour évacuer les déblais. Le cheval de trait côtoie la machine à vapeur. Une prise de vue faite depuis les hauts de Loeschville nous montre le Rhône de Finges encore à l'état sauvage. Le cône de l'Ilgraben est largement entaillé à travers la pinède, ceci jusqu'au pied du Gorvetsch. Le canal continue son chemin à travers le Gorvetsch. Même si l'on a acquis de l'expérience lors du percement des tunnels ferroviaires du Gotthard, du Simplon et du Lötschberg, la tâche n'en est pas moins immense pour traverser cette roche friable. Si l'on connaît la dynamique, le tunnelier n'a pas encore été inventé. Le métier de mineur est très pénible et dangereux. Risque d'éboulement, d'explosion, chaleur intense, bruit assourdissant. De l'autre côté du tunnel, on installe le château d'eau et la conduite forcée qui doit rejoindre l'usine de Chipis comme les eaux de la Navisance. Le barrage a été mis en exploitation en 1911.
Nous sommes en 2013. Allons donc visiter ce valeureux centenaire qui a subi plusieurs modifications et améliorations dans l'intervalle. La première visite a lieu en période de basses eaux en novembre. À cette période, le lac de retenue n'est pas plat, soit moins de 180 000 m3, mais les eaux sont déviées en grande partie vers le canal dont on voit l'entrée sur la gauche. Sur les 3 vannes en présence, seule celle de gauche, la numéro 1, est partiellement ouverte. En effet, depuis le 1er octobre 2008, le règlement d'application impose une dotation minimum pour le débit du Rhône afin de garantir la survie des poissons, soit 3,25 m3s de novembre à février, 4 m3s en mars, 6 m3s en avril et mai. Sur la rive gauche du Rhône, suivant tout d'abord la route cantonale, voici le canal qui conduit les eaux à l'usine électrique de Chipis. Il assure actuellement un débit aux 2/3 de sa capacité maximale, soit 65 m3s. Le poste de commande se situe à côté du barrage. Il assure les contrôles ainsi que l'entretien. Il est relié par fibre optique à un poste général permettant la surveillance en réseau avec les autres barrages. Ici la vanne numéro 1, partiellement ouverte, pour n'accorder que le débit de dotation minimum au Rhône. Malgré leur poids important, 60 tonnes, ces vannes ne sont pas parfaitement étanches. La jauge placée dans le canal nous indique l'actuel niveau d'eau. Ce canal se poursuit sur quelques centaines de mètres avant de pénétrer dans le tunnel de Lillgraben où se trouve une porte. C'est le moment de revenir sur le fonctionnement de ce barrage à l'aide de schémas. Lorsque l'eau arrive au fond du lac d'accumulation, elle a à cette saison 2 issues possibles, soit au travers de la vanne numéro 1, juste assez ouverte pour le débit minimal de dotation, soit l'ouverture en direction du canal qui conduit alors à un sas comportant sur sa face sud 4 grilles permettant de retenir les gros déchets du Rhône. Leur ouverture est contrôlée électroniquement en fonction de leur perméabilité. Lorsque trop de détritus les obstrue, un dégrilleur permet de les nettoyer et accumule les déchets dans le petit réservoir indiqué ici avec une étoile sur le schéma. Arrivée dans le canal lui-même, l'eau va se diriger vers l'usine de Chipis grâce à la pente du conduit. Lorsque tout se passe normalement, la porte du tunnel de Lillgraben est ouverte. Mais en cas de descente de lave torrentielle à partir de ce torrent fougueux, pour éviter une obstruction du Rhône et un risque de formation de lacs et d'inondation, cette porte se ferme et toutes les vannes du barrage s'ouvrent entièrement, accordant la totalité du flux au Rhône qui devra évacuer ses boues. Ces modifications de portes et vannes sont sous le contrôle de capteurs et caméras situés le long des berges de Lillgraben, avertissant du danger imminent. À la sortie du tunnel de Lillgraben, on a construit quelques années plus tard un dessableur. Il est composé d'une juxtaposition de bassins où l'eau pourra déposer ses sédiments grâce à un flux ralenti avant de reprendre le chemin en direction de l'usine électrique. Ces bassins sont purgés plus ou moins une fois par jour, surtout après orage et lors de la fonte des neiges, le sable étant alors rendu au Rhône. Bordé par la pinède de Finge, le canal traverse à flanc de montagne le cône de déjection de Lillgraben pour arriver au tunnel du Gorvetsch où il va disparaître dans le rocher. Une nouvelle grille retient les déchets qui à ce niveau peuvent être composés de branches d'arbres ou éventuellement de carcasses d'animaux sauvages tombés dans le cours d'eau. De retour sur le site le 22 avril 2013, la situation est toute différente. Une fois par année, on procède aux travaux d'entretien, ce qui conduit à l'ouverture totale des 2 premières vannes et la fermeture de l'accès au canal. Ce cas de figure est aussi celui que l'on peut rencontrer après une crue de lave torrentielle de Lillgraben, où un flux maximum du Rhône est nécessaire pour son rinçage.
Le lac est vide et le Rhône se précipite bruyamment à travers les orifices du barrage. Les ouvriers s'affairent au nettoyage des grilles où se sont accumulés les déchets du fleuve. Le canal a été vidé de son eau, ne conservant qu'un fond boueux. Quelques jours avant cette purge, l'embouchure de l'île Graben montrait quelques gros cailloux dans le lit du Rhône qui prenaient ici une couleur brunâtre. Le 4 juillet, le lac est à son niveau maximum de 6,10 m. Les vannes 1 et 2 sont ouvertes, permettant au fleuve de se répandre dans le bois de Finge bien au-delà de son lit mineur. Le canal reçoit l'eau à son débit maximum également. C'est la période la plus favorable pour l'exploitation du barrage. Mais l'avenir de ce barrage au fil de l'eau reste incertain du point de vue économique. La fonte des glaciers va, dans un deuxième temps, diminuer les apports. Plus de 150 ans séparent ces deux photos du glacier du Rhône. L'irrégularité du régime des précipitations rendra plus difficile la production d'électricité. Ici, on ne peut pas stocker l'eau. L'établissement de débit minimum de dotation pour la protection des paysages et de la faune piscicole va encore compliquer le problème. L'hydraulique sera de plus en plus en concurrence avec les énergies éoliennes et photovoltaïques, dont le coût va baisser avec le perfectionnement des techniques. Si l'énergie hydroélectrique a un potentiel trop faible pour se substituer seule au nucléaire, elle restera cependant un maillon indispensable à la production d'électricité.